Bienvenue sur la causerie de ce matin. Aïcha Taledji, rédactrice en chef du quotidien Le Progrès. Bonjour. Bonjour Gilles Chris. Merci de votre présence sur ce plateau. À vos côtés, Latif Boni. Bonjour Latif. Bonjour à vous, bonjour à chacun et bonjour à tous. Vous êtes au service de l'information de E-Télé. Et puis Ange Banouin, directeur de la rédaction du quotidien L'Actualité. Bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour Lali et bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà, bienvenue chers invités. En un tour de table, que représente pour vous Monseigneur Isidore de Souza aujourd'hui dans le Bénin actuel? Je commence par vous, Aïcha Taledji. Merci Gilles Chris. Quand moi j'entends le nom Monseigneur Isidore de Souza, bon, j'étais petite encore quand il est décédé, donc un peu on m'a rapporté l'histoire et l'histoire me rapporte. On ne peut pas parler aujourd'hui de la conférence nationale, la conférence des forces vives de la nation sans évoquer Monseigneur Isidore de Souza et sans évoquer sa phrase célèbre, c'est-à-dire il ne faut pas que le sang coule. En tout cas, je n'ai pas gardé le sang, la phrase. Qu'aucun brin de sang ne coule et ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. flots. Donc, c'est un monsieur qui s'est battu, qui s'est vraiment battu pour que la conférence nationale ait un sens au Bénin. Donc, c'est l'honneur que nous lui rendons. Et aujourd'hui, quand on parle de démocratie au Bénin, on parle de tout ce que, c'est-à-dire quand les gens viennent, quand les étrangers viennent au Bénin et voient que c'est un pays de paix, c'est un pays où tout le monde se sent à l'aise, au-delà des petites chamailleries politiques, des petites politicailleries. On est en paix, on circule quand on veut. Il n'y a pas de couvre-feu au Bénin. C'est-à-dire, on ne peut pas citer, on ne peut pas faire la liste de ceux qui ont contribué à ça sans prononcer le nom de Monseigneur Isidore de Souza. Donc, c'est en cela que chaque fois, nous lui rendons grâce et nous nous souvenons de ce monsieur comme un monsieur ayant contribué à la paix au Bénin. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Ange Banois. Vous voyez, nous sommes dans un pays et un pays n'a de vie que par son histoire. Et l'histoire la plus marquante du renouveau démocratique est bel et bien la conférence des forces vives de la nation qui a permis également de révéler le Bénin au monde, mais également certaines figures emblématiques de ce pays-là, dont notamment Monseigneur Isidore de Souza, qui aujourd'hui, 20 ans après sa disparition, revient encore dans les cœurs et ses propos restent encore d'actualité comme si c'était hier. Et à travers sa personnalité, il est à souhaiter, pourquoi pas, pour que l'avenir puisse véritablement tirer le son de ce que l'homme a été, pour qu'on essaie peut-être d'instaurer un panthéon au Bénin pour qu'on puisse immortaliser véritablement ces personnes-là qui ont marqué l'histoire de leur pays. Parce que, qu'ils vous souviennent, on a de cesse de dire peut-être que la jeunesse n'a plus de repères ou bien n'a pas de repères ou bien que les valeurs s'étiolent d'un jour à l'autre, mais cela relève aussi de ce que certaines figures qui ont pu également mettre de côté leurs propres égaux pour pouvoir défendre les couleurs nationales, pour pouvoir porter haut le consensus national, la prospérité, partager certaines valeurs intrinsèques, comme Monseigneur de Souza, et dont on ne cessera jamais assez de parler, car aujourd'hui, on ne parle pas de la conférence nationale sans y accoler son nom, bien qu'il ne soit pas homme politique. Cela nous ramène également à comprendre le rôle de certaines personnalités morales, et mieux, ce que représente pour le Béninois certaines personnalités, parce qu'il faut reconnaître que le Bénin est d'une culture qui amène à comprendre ce pourquoi cette forte présence de Monseigneur de Souza dans les mémoires passe d'une génération à une autre, et mieux quand on sait que nous sommes en plein feu dans le renouveau démocratique et que chaque fois il y a des défis qui font face, mais dont en regardant dans le rétroviseur, on voit quand même qu'il y a des personnalités qui ont essayé de baliser le terrain et qui permettent véritablement, après les quelques difficultés qu'on a, de pouvoir remonter la pente et d'aller de l'avant. Très bien. Latif Boni, qu'est-ce que la jeunesse aujourd'hui peut tirer comme leçon du parcours de Monseigneur Isidore de Souza? Je pense que la jeunesse a une certaine responsabilité. La responsabilité notamment de faire ressurgir ce que les aînés n'ont même pas eu le temps de raconter. Ce que les aînés n'ont pas eu le temps, on va dire, en apparence en tout cas, de faire pérenniser. C'est ce qui m'amène tout de suite à dire que avant pratiquement, il y a cela 2 jours, je croyais que Monseigneur de Souza, c'était ça aussi, juste la conférence, quelqu'un pratiquement, on va dire, qui était dans l'ombre tranquille, et puis la conférence des forces vives de la nation vient, et puis
paf, opportuniste, il saisit l'occasion et s'implante comme, on va dire, un arbre qui aura couvert de son ombre une occasion tumultueuse. Non, c'est plus que ça en réalité. Monseigneur Isidore de Souza, c'est, on va dire, l'un de ces précurseurs là du social intelligent. J'appelle social intelligent notamment un certain nombre d'infrastructures au Bénin, notamment l'ossature en fait sociale de l'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est elle en réalité qui est dans le social où vous êtes un sans-abri ou de passage à Cotonou avec peut-être moins de dépenses, vous pouvez vous abriter à Parakou pareil et un peu partout. Ça c'est le social intelligent. Même les hôpitaux, l'ossature catholique aujourd'hui permet un peu, on va dire, un certain accès aux soins. Tout ça, quand vous voyez quand vous allez dans le fond, vous verrez que c'est la touche en réalité de Monseigneur Isidore de Souza. Et il n'y a pas que ça. Et donc, ces éléments-là, il faut effectivement que nous puissions, puisque nous ne sommes pas, on va dire, dans le challenge politico-judiciaire et autres qui dérangent nos aînés, nous, on peut aller chercher tout ça, essayer de pérenniser. Très bien. On reste avec vous pour évoluer dans la causerie de ce matin. Qu'il vous souvienne que le 6 mars dernier, à l'occasion de la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et l'ensemble de la classe politique béninoise, le président de la République a renvoyé les acteurs politiques à la concertation, qu'ils s'entendent pour pouvoir dégager des pistes de solutions pour une sortie de la situation politique actuelle. Et la situation, c'était quoi? C'est de trouver des solutions pour permettre à plus de partis politiques éventuels, plus que l'Union progressiste et le Bloc républicain, de pouvoir aller aux législatives. Cela fait appel à la notion du consensus. Donc, Latif Poni, est-ce qu'en démocratie, puisque nous sommes en démocratie au Bénin, la notion du consensus existe vraiment? On va dire, c'est pas une question par laquelle on répond par oui ou par non, mais il y a une évidence, c'est que en démocratie, il y a quand même des notions de dictature et d'imposition. En démocratie, celui qui a la force en réalité, c'est la loi. C'est la loi, en fait, le dictateur. C'est dit que tout le monde dissout sa dictature, sa volonté de s'imposer aux autres en réalité. Tout le monde dissout cet élan-là et ces velléités-là qu'on confère ensemble à la loi. Et donc, ma foi, quand la loi est un bon dictateur à qui nous consentons nos pouvoirs, quand vous ramenez un élément comme le consensus, vous l'affaiblissez en fait. Pour ma part, je pense que le consensus, à des moments donnés, peut affaiblir la loi, peut affaiblir certaines clauses qui permettent à la démocratie de fonctionner. Voilà, la loi, prenez-la par exemple, quand elle s'applique aux gens, ils ne disent pas merci, c'était la loi, c'est gentil. Non, c'est quelque chose, ça fait mal, mais on subit. Mais quand vous ramenez la notion de consensus, quand à chaque fois où la loi s'exprime et que la majorité n'est pas d'accord avec elle, s'il faut faire appel, on va dire, à l'assentiment de la majorité, à toutes les fois, ça veut dire que à un moment donné, on sape la loi, on sape la dictature de la loi, on sape le pouvoir de la loi. C'est vrai que pour ce que notre pays a eu comme parcours, effectivement, à des moments donnés, le consensus a permis de se remettre sur la pente, sur les rails en fait de la démocratie, sur les rails du vivre ensemble, je suis d'accord. Et qu'à des moments donnés même, la Cour constitutionnelle a dû effectivement puiser sur la notion du consensus pour pouvoir peut-être tempérer le jeu démocratique, mais à vouloir effectivement trop donner de pouvoir au consensus, à pouvoir s'en remettre au consensus, on tue les lois, on tue même certains effets de notre loi fondamentale. Ange Banois, le consensus peut-il vraiment affaiblir la loi? Écoutez, lorsqu'on est dans un contexte démocratique en plein 21e siècle, où le pouvoir et le droit s'affrontent en quelque sorte, et que les aspirations des populations ne sont plus rigides entre deux blocs, mais qu'il y a également des voix centristes qui prennent de l'ascendance, et que la plupart des questions ne se mesurent pas simplement aux pourcentages électoraux, aux sondages et aux opinions sur les réseaux sociaux, mais que tout ceci est mis ensemble pour pouvoir assurer la gestion de l'État. Il y a la notion de consensus vient en quelque sorte comme un levier sur lequel les gouvernants appuient pour pouvoir
contenter dans une certaine mesure une certaine frange de la population. Quand on sait qu'en réalité, lorsqu'un chef d'État advient au pouvoir, on se dit intrinsèquement qu'il va contenter qu'une minorité de privilégiés et que la grande masse, en quelque sorte, dans son ensemble, se sentirait peut-être lésée, mais qui va vouloir donner de la voix à un moment donné. Mais quand on veut gouverner, on veut gérer, il faut prendre en compte les aspirations de tous. Parce que vous soyez élu à la tête d'un État ou bien en tout cas quelque part, c'est que vous prenez en compte également les opinions de ceux qui n'ont pas forcément porté leur choix sur vous. Et cela donc, pour cimenter le vivre ensemble, la notion du consensus paraît donc comme le juste équilibre pour ne pas faire trop de mécontents, mais aussi consolider certains éléments, notamment certains principes basiques et essentiels qui unissent les peuples. Et vous savez qu'un peuple, c'est un territoire, un gouvernement et puis une population. Et puis, vous savez que la population n'est pas faite uniquement que des personnes qui réfléchissent de la même manière, qui ont les mêmes origines. Et lorsqu'on met tout cela ensemble, on se rend compte qu'en réalité, la notion du consensus apparaît dans une certaine mesure pour assouplir la gouvernance, pour permettre non pas de prendre toutes les aspirations, mais de trouver le juste milieu sans compromission pour pouvoir avancer. Très bien. Aïcha Taledji, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, c'est notamment la dictature de la majorité. Lorsqu'on dit, bon, voilà, vous êtes trois à décider, que 2 personnes sont pour, c'est que ça passe. Est-ce que dans ce contexte, on peut encore parler de consensus? Pour pouvoir répondre à votre question, moi je retourne d'abord à la définition même de la démocratie. Oui. On dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Oui. Et on dit que l'un des principes, c'est que le souverain est élu au suffrage universel 50+1. Et dès lors que le souverain est élu, les autres, c'est-à-dire les 49, plusieurs pourcents, sont obligés de se ranger du côté des 50+1%. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que même cette loi en question, les lois dont on parle sont l'expression même du consensus et du consensus. S'il n'y a pas consensus, les lois ne peuvent pas être votées. Maintenant, qu'on dise aujourd'hui qu'il n'y ait pas consensus, est-ce qu'il peut y avoir démocratie sans consensus? C'est impossible, puisque la démocratie même est l'expression même du consensus. Donc moi, je pense que ce débat, je ne veux pas... La notion même du consensus, est-ce que c'est lorsque tout le monde applaudit la chose qu'on parle de consensus? Non, justement, c'est parce qu'il y a des... comme je l'ai dit, qu'il y a ce 49, et quelques pourcents qui influence qu'on est obligé de s'entendre. Parce que pour qu'il y ait consensus, il faut aller à la table de négociation, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut échanger. Il faut que des avis, chacun donne son avis et puis on dit, bon, on choisit le juste milieu. Donc c'est en cela même que la notion de consensus, c'est ça même qui donne un sens à la notion de consensus. Il faudrait qu'il y ait divergence d'idées. S'il n'y a pas divergence d'idées, si tout le monde dit la même chose, à quoi bon parler de consensus? On est tous d'accord. Alors programmons les choses comme on est. Au lieu de dire on va peut-être passer aux élections, nommons les gens, pourquoi pas aujourd'hui, on parle de bloc républicain, de bloc progressiste, de bloc du chef de l'État qui vont aux élections. On va dire, bon, au lieu de dire on va perdre notre temps à perdre 5 milliards pour les élections, que le chef de l'État nomme ses députés et puis on n'en parle plus. Donc je crois que c'est l'expression même de la démocratie qui nous impose le consensus. Et plusieurs fois au Bénin, on l'a déjà montré qu'on en est capable. On en est capable. Souvenez-vous de la Lépi. On a marché, on a fait du bruit, on a fait tout. Mais à la dernière minute, c'est-à-dire qu'on est dans un pays extraordinaire où à la dernière minute où tout le monde dit, bon, c'est foutu. Il se trouve toujours des élans pour ramener la balle à terre, pour imposer le consensus. Les gens sont allés prendre leur carte le même jour pour aller voter. Mais ça n'a pas dérangé. On s'en est plaint, on a relayé tout ça. Mais à la dernière minute, tout le monde est tombé d'accord sur l'urgence de trouver le consensus pour sauver le principal. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coup de feu au Bénin, qu'il n'y ait pas de personnes qui aient peur de sortir, d'aller, de venir en s'inquiétant. Donc, l'expression même de la démocratie est basée sur le consensus. Souvenez-vous, on parle de la conférence des forces vives de la nation. La conférence des forces vives de la nation, ça a été quoi? L'expression du consensus. Tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment eu consensus à la conférence nationale? S'il y a eu consensus,
Puisqu'au final, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, tous ceux qui même déjà dans leur tête n'étaient pas d'accord pour même l'idée de la conférence des forces vives de la nation, se sont rangés à l'expression de la majorité. Ils ont été obligés de dire, ok, on accepte. Même le président de la République dit, ne me demandez pas de démissionner, j'accepte vos décisions, je me soumets à vos décisions. Ça, c'est même l'expression du consensus. Si même le chef suprême des armées dit, ok, d'accord, je vous écoute, je me rabaisse, je suis obligé de me soumettre à votre loi, à ce que vous avez décidé, mais seulement souffrez que je reste homme jusqu'au bout. Je crois même que c'est même un signal très fort pour dire à tout le monde qu'il n'y a rien qui puisse se faire dans un pays qui ne soit basé sur le consensus. Même ceux qui sont en guerre, ceux qui se tirent dessus, à un moment donné, il faudrait bien qu'ils se retrouvent, même pour pouvoir prendre les armes, même entre eux là-bas, ils se retrouvent et s'entendent sur quelque chose. Et c'est sur ça que chacun se lève. Donc, sans qu'on ne s'entende pas sur quelque chose, il faudrait bien. On ne peut pas se lever, faire quelque chose, on ne peut pas se lever et prendre des décisions. Donc, moi, je soutiens fortement que la démocratie même, en elle-même, est l'expression du consensus. Et tant qu'on ne va pas s'intégrer ça dans la tête, on ne va pas avancer dans le débat actuel. Mais je voudrais vous soumettre à cette réflexion-là. Oui. Justement, lorsque, selon vous, la démocratie se résume à l'expression du consensus, nous avons certains pays qui constituent des modèles démocratiques. Je prends l'exemple de la France, où peut-être le chef de l'État et, on va dire, son camp prennent une décision, peut-être même qui passe à la majorité à l'Assemblée nationale. Et vous avez de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, qui estiment que parce qu'on n'a pas pris en compte leurs avis dans une proposition de loi, par exemple, avant de la voter, alors qu'elle a été votée à l'unanimité ou même, je vais dire pas à l'unanimité, à la majorité, donc il n'y a pas eu consensus. Est-ce que alors, dans ce contexte, on peut continuer à parler de consensus, même en démocratie? Là, vous déplacez le débat. Nous sommes purement sur un terrain politique où, Oui. où on est en train de déplacer des pignons stratégiques. Oui. Là, on n'a pas encore franchi un certain Rubicon. Nous sommes juste en train de dire... La la démocratie n'empêche pas de défendre son opinion, de défendre son cas. Et c'est ce que je disais. C'est parce que il y a des gens, il se trouve des gens pour dire je ne suis pas d'accord et le dire librement. Et maintenant, ça veut dire qu'il y a une barrière là qu'il ne faut jamais franchir. Et quand cette barrière là arrive, tout le monde se réunit et dit non, attendez, nous sommes en train d'aller trop loin. Mais pour le moment, que Marine Le Pen dise je ne suis pas d'accord, on est purement dans le jeu démocratique. Ils sont même en train d'exprimer leur droit à la parole, leur droit. Et ils sont juste en train de déplacer des pignons politiques. Maintenant, si à un moment donné, comment il s'appelle, le jeune là, Macron, il dit... le président français. Oh, bon, voilà. Oui. Le président français, excellence mon Dieu. Si le président français, puisque vous me l'imposez, allez-y. Si le président français va dire, bon, ok, on prend les armes... Là, vous allez voir une autre forme d'expression. Les langages vont changer. Mais là encore, ils sont en train de... C'est-à-dire, on est en train de ratisser l'âge, de mobiliser la troupe, de dire, je reste fidèle à l'idéologie, puisque n'oublions pas que c'est avant tout une guerre d'idéologie qui se passe. Donc, c'est ça. Oui, je pense effectivement qu'il y a, avec l'intervention de ma conseillère, il y a effectivement sans doute une chose à reconnaître. Oui, le fait d'être en démocratie, il y a un certain consensus. Mais ça, c'est, par exemple, pour le cas du Bénin, le fait de dire, écoutez, on a assez fait la révolution, ça a été compliqué pour nous, nous tous on bascule dans la démocratie, oui, la conférence et tout ça. C'est effectivement, il y a un certain consensus, d'accord. Mais on a pris les lois, on a une constitution et autres. À partir de là, ce qui devient dictateur, ce sont les règles du jeu. Et les règles du jeu sont basées effectivement sur la loi fondamentale, sur les autres, on va dire, tests qui permettent en réalité, qui régissent en réalité la marche de la République. À partir de là, ce n'est pas parce qu'une règle, un test a été, on va dire, est passé à la majorité au Parlement que, on va dire, tout le monde est d'accord. Effectivement, il y a un travail d'explication politique, d'explication sociologique sur le mot consensus qu'il faut refaire au Bénin. Parce que ma foi, il me semble qu'à des moments donnés, c'est utilisé à tort et à travers. Ce n'est pas parce que tout le monde ne bénéficie pas d'une loi, mais qui est déjà votée, qu'il n'y a pas consensus dans son application. Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas d'accord ou qu'il y a peut-être même certaines personnes qui dénoncent une loi, mais pourtant qui est votée,
que, voilà, elle n'est pas, on va dire, qu'elle brime, ou plutôt qu'elle remet en cause la notion du consensus national, ou du consensus dans le jeu démocratique. En priorisant, et c'est là que je rappelle qu'en priorisant et qu'en ramenant toujours la notion du consensus, on tue nos lois. Pour l'application de certains tests, et même de certains engagements politiques, on remet en fait en cause le principe même de la démocratie. Prenez par exemple, vous avez déjà cité un exemple extérieur, mais moi je nous ramène pour mon exemple à l'intérieur du pays. On sait bien que Patrice Talon, dans ses propositions au cours de la campagne, était, on va dire même, l'anticonformiste en réalité dans le discours. Il a promis des choses et les gens savent qu'il a promis des choses, notamment les réformes. Si dans ces réformes, il ne dérange pas, si dans ces réformes en fait, il ne cadre pas avec ce qu'il avait promis, on dira quoi? Peut-être qu'il veut contenter tout le monde, qui veut le consensus en réalité. Par exemple, pour ne pas réformer, on va dire le jeu démocratique, le système partisan et autres. Il peut dire, parce que ça dérange, je fais marche arrière, je peux me passer de mes promesses, mais il passe pour quelqu'un qui ne tient pas sa parole pour respecter quoi? Pour respecter le consensus en réalité. Pour ma lecture personnelle, c'est que le consensus finalement devient une dictature en réalité qui ne permet pas à ceux qui ont choisi, par exemple, Ange en tant que candidat, à ceux qui ont choisi Ange comme président finalement, de jouir en réalité de leur choix. Et ça, si le consensus va nous amener à ça, je pense qu'il y a un travail politique, un travail d'explication politique, un travail d'explication sociologique à faire au niveau du mot consensus, différent bien évidemment de l'explication littéraire de ce mot-là. Moi, j'ai un problème avec votre développement parce que vous semblez ramener l'expression consensus à l'unanimité. C'est différent. C'est pas moi, ça c'est la politique. Le consensus n'est pas l'unanimité. Le consensus n'est pas l'unanimité, je suis désolée. Le consensus, c'est parce qu'il y a des divergences qu'on est obligé de revenir au consensus. C'est-à-dire qu'on est en face de plusieurs camps qui n'ont pas les mêmes points de vue, c'est ça? Point de vue par rapport à une situation. Oui. Alors que l'unanimité, c'est tout le monde est d'accord sur la même chose. Je ne suis pas d'accord parce que le consensus, c'est-à-dire ça, le consensus me permet de dire ce que je pense et de ne pas être d'accord. Oui, mais lorsqu'on vote une loi, par exemple, à l'Assemblée nationale, avec une majorité qui respecte les règles, c'est-à-dire que la loi a subi toutes les procédures nécessaires, elle a été votée publiquement, tout le monde sait qu'elle a été votée à la majorité. Mais il y a quand même une partie qui continue de contester la loi. Est-ce que là, il y a absence de consensus? C'est normal, il n'y a pas absence de consensus là. Il n'y a pas absence de consensus là, parce qu'ils sont, tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde est dans son rôle. C'est juste un jeu de rôle. C'est juste un jeu de rôle. J'ai mes militants contentés. Non, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné de votre développement, vous en êtes arrivé à confondre le consensus à l'unanimité. Et c'est là, je me suis d'accord. Il faut qu'on évolue. Lorsque je vous pose la même question, Ange Banoué, lorsqu'on vote une loi avec une majorité et que le vote suit les processus normaux, que on sait que voilà, ça a été voté à l'Assemblée avec une majorité dans les règles de l'art, et lorsque d'autres personnes contestent encore la même loi, est-ce qu'on doit encore continuer à rechercher le consensus? Écoutez, il faut d'abord se poser la question de comprendre pourquoi est-ce qu'en démocratie, la démocratie que d'aucuns, d'une façon ou d'une autre, donne la définition en raccourci pour dire que c'est la dictature des tests. Oui. Pourquoi est-ce que le consensus est revenu en démocratie? D'abord, il faudrait que nous partions d'abord même de l'essence même du mot consensus et de comment le consensus a été implicitement introduit dans les tests de loi. Et vous avez parlé du vote des lois. Le vote des lois ne se manifeste pas de la même manière. Il y a des lois qui sont à la majorité simple, à la majorité absolue. Il y a d'autres qui sont même aux 3 quarts, aux 4/5e. Et l'expression même est inscrite dans la Constitution aux articles 154 et 155 par rapport à la révision par exemple de la Constitution, où on parle de 3 quarts non seulement pour l'adoption et de 4/5e avant que. Donc, il y a la notion de consensus qui est implicitement introduite dans les textes de loi, et même dans presque toutes les constitutions dans le régime démocratique. Maintenant, voilà, mais maintenant, ce qui a même fait amener un éditorialiste en 2006 à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle du Bénin a voulu encore tabler en disant que le consensus a valeur constitutionnelle. C'est dit quoi? C'est dit que
c'est peut-être le niveau, je ne dirais pas intellectuel, hein, et sinon de la grande masse de la population qui fait qu'on est obligé, qu'on est obligé de revenir sur le thème consensus. Sinon, le mécanisme mis en place pour pouvoir voter les lois et par rapport au type de loi dont il s'agit, inclut implicitement la notion de consensus. Parce que si il s'agit juste de ratifier un accord, là, les dispositions pour le faire sont connues. Maintenant, dans le cas d'espèce, lorsqu'on parle souvent de consensus en régime démocratique, et mieux, il faudrait aussi que nous ramenions le débat sur nos tropiques, c'est que bien que nous tarions de dire qu'on est en démocratie, c'est qu'il y a certains élans, parce que le renouveau démocratique au Bénin est venu après un régime militaire, le marxisme-léninisme, un régime fort, où on pensait que tout le pouvoir reposait sur le chef, et c'est le chef seul qui avait voix au chapitre. Maintenant, le concept de démocratie, ou bien du renouveau démocratique, a permis donc à la grande masse de se dire qu'il pourra alors s'exprimer. Donc, ce qui fait que lorsqu'on veut prendre des décisions, on se demande si... Les décisions, généralement, l'Assemblée nationale, par exemple, ça passe par le vote des lois. Exactement. Puisque la vie d'une nation, au plan politique en tout cas, et même au plan de la gestion en général, ça repose sur l'application des lois. Le mécanisme pour voter une loi, tout le monde le connaît, le mécanisme. Mais il n'est pas identique en fonction du type de loi. Très bien, oui, évidemment, on est d'accord. Mais alors, est-ce que lorsqu'on finit de voter la loi et qu'elle entre, bien sûr, en vigueur, en suivant le mécanisme, tout le processus, est-ce qu'on doit encore continuer à rechercher le consensus après même le vote? Après même le vote, oui. Ça dépend de quel type de loi. Parce que, vous savez, non, mais une loi n'est pas une loi. Une loi, ça dépend de l'impact que cette loi... Vous voyez, par exemple, une loi, par exemple, qui impacte le vivre ensemble. Vous savez, sous nos cieux, les questions électorales sont les questions qu'on prend souvent avec des pincettes, parce que pour moindre légèreté, on pourrait arriver là où on ne souhaite pas. Et là, ce n'est pas pour dire que... Au fait, le chef d'État qui mise sur le consensus ne fait pas signe de faiblesse, mais plutôt il fait office de quelqu'un. Ah non, je vais en venir. Il fait office de quelqu'un qui veut prendre en compte les aspirations de la grande masse. Oui, mais si on revient au plan juridique, puisque là vous parlez d'aspiration, c'est peut-être les sentiments, les émotions. Alors chaque loi a ses règles. Et peut-être dans le vote, vous avez parlé tout à l'heure de la Constitution par exemple, ce n'est pas identique aux autres types de lois, mais si on vote n'importe quel type de loi en suivant les règles de façon normale, est-ce que dans l'application, du point de vue du droit, est-ce que dans l'application on doit continuer à avoir des émotions? Est-ce qu'on ne doit pas directement... Non, je comprends ce que vous voulez dire, mais du moment où nous ne faisons pas le vrai débat, c'est-à-dire quoi? Le vrai débat, c'est de dire, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, la question du consensus qui est sur la table, mise sur le tapis, est-ce que cette question-là vaut-il la peine ou non? Parce que si nous voulons de façon générale, parler du consensus, on risque de passer à côté du sujet. D'accord. Oui. Latif Boni, sur ce débat que nous faisons, après le vote d'une loi, on doit passer à l'application, mais généralement, on revient encore pour peut-être contester des dispositions de la loi, ou même la loi entièrement, alors qu'une loi à l'Assemblée, on connaît la procédure, le mécanisme normal. Si on suit toutes les procédures nécessaires et que la loi a été même promulguée déjà, est-ce qu'on doit revenir encore en arrière pour parler de consensus? Pour moi, il n'y a même pas réfléchi. Vous l'avez dit, les règles, en fait, pour faire passer une loi à l'Assemblée, selon le cas et selon les explications, notamment les rappels de Ange, c'est connu. Les étapes sont franchies. Alors, comment on dit, vérification de la conditionnalité, là encore validé, au niveau de la promulgation, validé. Ça s'applique. Les tests sont des dictateurs, malheureusement. Il n'y a pas à réfléchir. Maintenant, voilà, si après, on érige, on va dire, le consensus, comme le rappelait ma consoeur, à une sorte d'unanimisme, ça bloque tout. Je suis d'accord avec elle quand elle dit effectivement que la contestation ne remet pas en cause, on va dire, le consensus. Malheureusement, en politique, c'est bien cela. Sinon, on bascule très rapidement dans la définition qui apparente les choses à l'unanimisme. C'est très vite fait. Les gens peuvent contester. C'est leur droit peut-être de contester pour rappeler en réalité qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils étaient minoritaires. En fait, il faut qu'on rappelle une chose. Il n'y a vraiment pas de consensus dans sa définition littéraire en démocratie. Il n'y a que la dictature de la majorité. La tâche qui revient aux politiques, c'est
toujours chercher à être, même dans leur minorité, à avoir on va dire, des moyens de pression avant, par exemple, qu'un test ne passe, des moyens de ralliement, notamment si les tests le permettent, de faire, on va dire, des rapprochements de groupes, c'est permis dans certains cas, notamment ratisser l'âge pour faire basculer la chose dans son camp, avoir la capacité de convaincre avant que les tests, parce que s'ils passent, deviennent donc des dictateurs. Avant de diriger les dictateurs sur les papiers, il faut éviter en réalité, si vous n'êtes pas d'accord, que ça se fasse. Une fois que c'est fait, si à chaque fois on doit revenir sur la notion du consensus, alors la loi pénale, quand elle s'attaque, on va dire maintenant aux drogues et autres, vous croyez que tout le monde est d'accord? Eh bien non, mais comme on l'a dit, c'est le dictateur, on doit se plier à ça, même en politique, même dans les questions donc même dans les questions en réalité des élections, il faudra qu'on l'entende, parce que autrement, si à un moment donné, on arrivait à enregistrer un État où vous avez plus de narcotrafiquants que d'habitants qui ne s'approchent pas de la drogue, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez à ce qu'ils consentent avant d'appliquer les règles en la matière? Non. Et donc, je pense que il est de la politique comme il est des questions de narcotrafic. Les lois sont des lois. Elles ont, on va dire, nature de dictature. Il faut qu'on les obéisse. Maintenant, si on doit s'attaquer à ça, il y a des rendez-vous. Les rendez-vous, notamment, c'est s'attendre à faire un travail de sorte que les gens vous permettent d'être majoritaires au Parlement, par exemple. Et puis, vous pouvez peut-être revenir sur les tests, remettre en cause les tests. Mais en cours d'application, en cours d'expérimentation, ou plutôt en cours de validité des tests, il n'y a pas à chercher de consensus. Ça s'applique à nous. Voilà. Au finish, Aïcha Tali dit, le concept consensus n'est-il pas relatif? Est-ce qu'il y a question de relativité là? Moi, je trouve quand même que c'est même le régime dans lequel nous nous trouvons qui permet ces relativités-là. Puisque on dit que nous sommes en démocratie et qu'il faut faire un consensus. Ça veut dire que quand il y a des tests de loi, il y a un travail en amont, un travail pendant, un travail en aval. C'est-à-dire que quoi? Que nous avons un dispositif qui, après promulgation, nous permet de passer à la période, à la phase de sensibilisation, d'éducation. Sinon, pourquoi est-ce que nous avons vécu des lois où on envoie des ministres dans des régions expliquer la loi aux populations? N'est-ce pas la recherche de consensus toujours, même après le vote de la loi? Donc, moi, je dirais que le consensus, ça s'impose sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'on fait tout pour amener les personnes à comprendre. C'est vrai qu'on dit que non, il faut obéir aux lois. Mais si la personne est réfractaire à la chose, si je trouve qu'on a voté une loi contre mon bien-être, je vais résister quand on voudra me l'appliquer. Mais la loi s'impose à tous. La loi s'impose à tous. La loi s'impose à tous. Le port du casque. La loi sur le port du casque, tout simplement. Oui. Elle s'impose à tout le monde. Parce que non, on ne s'est pas opposé à cette loi. Mais à un moment donné, parce que les gens résistaient, on a été obligé de voir le juste mesure. C'est-à-dire, on l'a appliqué quand même. On l'a appliqué, mais comment? Mais comment? On a trouvé le juste milieu. On a trouvé un milieu là où on a glissé quelque chose pour pouvoir calmer les ardeurs. Sinon, ça s'échauffait vraiment. Très bien. Merci beaucoup à vous. Oui, Aïcha Talledi, rédactrice en chef du quotidien Le Progrès. Ange Baroui, directeur de la rédaction du quotidien L'Actualité. Et Latif Boni, ici à ETL. Merci à tous.